Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur Global Africa Télé-Sud. L'émission que vous suivez est le numéro 1. Ça s'appelle Afro-Foot. Afro-Foot, ça va être des commentaires, des analyses, du décryptage, avec aussi des pronostics. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai des amis autour de la table. Je vais commencer par Alex. Salut Alex. Salut Malik, bonsoir à tous. Comment ça va? Bonjour à tous. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances d'ailleurs? Franchement, super vacances. Niveau footballistique, on était un peu moins gâtés, je trouve, avec la Coupe du Monde des clubs, etc. Ah bon? Mais sinon, t'as pas kiffé hein? c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Pour l'instant. Ce genre de Coupe de. Et il est dit que ça pourrait revenir une fois tous les 2 ans. Tous les 2 ans, Hein, apparemment. on va y revenir dans tous les cas dans des prochaines émissions. Salut Abou. Salut Malik, salut à tous. Comment ça va? Bah moi ça va, j'ai passé d'excellentes vacances. Ça se voit. T'as bonne mine. Et contrairement à Alexandre, j'ai kiffé la Coupe du Monde des clubs, mais lui c'est parce que le Barça y était pas. Hein. C'est juste ça. Ouais, Ça commence directement. Salut Léo, comment Salut ça va Malik, toi? comment tu Bien vas? la forme? Ça va, ouais. Passer L'Olympique Lyonnais se porte bien? Eh bah écoute, on fait un bon début de saison au final. Oui, c'est Quand 3 tu victoires. regardes comptablement, 3 victoires, un nul. On va pas s'arrêter sur la défaite d'hier soir face à Rennes. Quand il y a 2 mois, tu étais relégué en Ligue 2, tu reviens de l'enfer là carrément. Quelque part, c'est pas faux. Avec une nouvelle présidente qui m'a l'air. Nouvelle présidente, dynamique, nouvelle direction, nouveau tout, nouvel effectif. On va continuer comme ça et on va voir où ça nous mène. Et toi Lucas? Moi ça va. Bien le bonsoir. Bonsoir Malik, ça va très bien. Ouais, super. Moi j'ai eu un bel été aussi. Bon, très calme au niveau du Paris Saint-Germain, mais du coup on est prêt pour la nouvelle saison. Ça va être super. Alors les amis, au-delà des débats, on va discuter aussi de sujets actuels. Tout simplement, vos coups de cœur, vos coups de griffe, tout ce qu'on peut imaginer. On va commencer justement par cette chronique qu'on appelle le cash chrono. Le cash chrono, c'est 30 secondes imparties pour nos chroniqueurs. Ils vont défendre une thèse, ils vont défendre peut-être même une cause, sait-on jamais. On est parti pour le cash chrono. Avec cette fois-ci, Alex, c'est quoi ton cash chrono? Alors mon cash chrono, c'est les cartons rouges en Ligue 1 depuis le début de la saison. Il se trouve qu'on a 14 cartons rouges depuis le début de la saison, dont 6 à la 5e journée, là, donc celle qui vient de se terminer. J'entends beaucoup dire que les arbitres devraient lever le pied sur les cartons rouges, etc. La seule chose où je peux être un peu d'accord, c'est les deuxièmes cartons jaunes où il faudrait peut-être ajuster un petit peu le curseur et être un peu plus, on va dire, laxiste. Mais sur les cartons rouges directs, la plupart du temps, c'est une faute qui est directe. Et donc pour moi, il faut sévir là-dessus. Donc c'est pour ça que je suis d'accord en fait avec les grosses fautes et mettre des cartons rouges directement, ça ne me dérange pas forcément. Il faut juste que les joueurs ils se calment en fait. C'est aux joueurs d'être un peu moins stupides, on va dire. Par exemple, l'exemple de Norton hier qui se prend un rouge direct, même s'il est un petit peu sévère, c'est à lui de gérer ses émotions. Mais ça, ils le savent tous, parce que, comment dire ça, handicaper son équipe qui jouerait à 10 en cas de carton rouge, je pense que tout joueur qui rentre sur le terrain, même à un très bas niveau, le sait. Donc j'imagine que si ça se passe, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans le feu de l'action. Léo, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a une dimension, quand tu es dans le stade, quand tu es dans le cœur du jeu, évidemment que tu ressens une certaine pression. Après, ça se travaille en amont de savoir tenir ses nerfs, de savoir se retenir quand tu as évoqué le cas de Morton. C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Le carton rouge, on peut en discuter. Pour moi, ce n'est pas un scandale. Après, effectivement, c'est au travail aussi de la cellule, du staff, de prévenir leurs joueurs, de leur dire écoutez, on ne fait pas comme ça. Il y a un travail qui doit être fait en amont. Alors tu gardes la parole, mon cher Léo, parce que tu vas intervenir aussi pour ton cash chrono. Et tu nous parles de quoi? Eh bien moi, je vais vous parler de quelque chose qui m'a interpellé dans le match entre l'OM et Lorient, donc remporté par l'OM ce vendredi. C'est le choc qu'il y a eu entre Bamo Meïté et Amine Gouiri, qui a fait sortir Amine Gouiri blessé pour un choc à la tête. Donc pour rappel, c'est un corner qui arrive dans la surface de l'Olympique de Marseille et de Lorient, excusez-moi. Et de là, il y a Bamo Meïté qui arrive et qui fait une intervention qui est très peu académique, corps en avant, assez violent comme geste, et qui finit par faire tomber Gouiri à la suite d'un coup de genou dans le crâne. On apprendra ensuite que l'action est hors jeu, donc il n'y a ni pénalty ni faute sanctionnée et sanctionnable selon les règles. Alors moi je me suis dit pourquoi une telle action quand un geste est non maîtrisé en plus qui met en plus l'intégrité physique d'un joueur en suspens. Comment l'arbitre doit gérer ça? Et moi, je pense que c'est un type de situation qui nécessiterait un carton rouge pour le joueur concerné
à savoir Bamou Meïté ici. Je suis sûr que tu as un avis là-dessus à vous. Non, mais, bien sûr, mais je suis totalement d'accord avec Léo. Pour moi, c'est inconcevable de ne pas mettre un rouge là-dessus. On sait qu'on peut mettre un rouge après la 90e minute, quand il y a des échauffourées dans les vestiaires. L'arbitre, il est en position de mettre des cartons jaunes ou des cartons rouges, que ce soit aux joueurs ou aux dirigeants. Comment, sur une action comme ça, qui met en danger la vie de Amine Gouiri, parce on va dire la santé quand même. Hein. La santé, oui. Ouais, je préfère. Parce que la vie, on va loin. Hein. Non, mais il y a la commotion. Oui, mais je préfère. Hein. On va toucher du bois pour le joueur. On va dire santé, mais d'ailleurs qui est toujours blessé aujourd'hui, Amine Gouiri, comment sur une faute comme ça, tu ne sors pas de carton rouge sous prétexte que l'action elle était hors jeu. Dans ce cas-là, je peux prendre, je suis désolé, je vais aller à l'extrême, mais je peux prendre un couteau, planter quelqu'un, il y avait hors jeu avant et c'est bon, c'est réglé. Donc ouais, non, pour moi, ça... oui, effectivement, merci. Merci Alex. Le problème par rapport à ça, c'est que aussi maintenant on joue beaucoup après les hors-jeux. Ça veut dire que des fois les arbitres voient le hors-jeu et c'est vraiment, il y a 3 mètres de hors-jeu et l'arbitre va quand même laisser jouer et développer l'action au cas où, comme on revient avec la VAR, etc. Et en fait ça favorise aussi ce genre d'action. Et donc en fait il y a tout ça qui est harmonisé et effectivement je trouve ça bizarre aussi que sous prétexte qu'il y a un hors-jeu, on puisse faire un tacle absolument horrible et qu'on ne soit pas sanctionné. Ça va un peu à l'encontre de l'esprit de ce qu'on inculque dans le foot, quoi. Et je suis sûr que les autorités qui s'occupent justement de tout ce qui est arbitrage et tout ça, au niveau des instances, nous suivent. Hein. Ils suivent Afrofoot sur Global Africa Télé Sud. Et grâce à nous, justement, la question sera posée et peut-être qu'on aura des améliorations là-dessus. Abou, justement, ton cash chrono. Moi, c'est sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a attiré pas mal de jeunes cet été avec des transferts records. On a notamment Mio, Bouabré pour les Français qui sont allés là-bas. Mais surtout, il y a aussi une passion, un amour pour les jeunes joueurs africains. On a vu notamment Yakou Meïté, Bonsoubra qui ont signé là-bas, ou Mamadou Doumbia, le Malien qui a signé en Arabie Saoudite. Donc la question que moi je me pose, est-ce que finalement l'Arabie Saoudite peut pas devenir un centre de formation géant pour les nations africaine? Est-ce que finalement les jeunes joueurs africains ne devraient pas privilégier l'Arabie Saoudite avec les installations saoudiennes? Un centre de pillage ou un centre de formation? Non, un centre de formation. un centre de formation, vraiment, on sait, les installations, on est mieux lotis qu'en Afrique. Et est-ce que finalement l'Arabie Saoudite ne peut pas permettre de développer les jeunes joueurs africains? Ouais, tu parles d'Africains, mais même en région parisienne, il y a pas mal de joueurs issus de l'immigration pour la plupart. Qui choisissent... qui sont nombreux. Hein, qui choisissent la 2e ou la 3e division saoudienne pour y aller. Donc moi je me pose la question sincèrement. Est-ce que l'Arabie Saoudite ne peut pas avoir ce rôle-là? Mais en tout cas ça paye mieux sur place déjà. Beaucoup mieux qu'en... Ça on ne va pas se le mentir, c'est aussi pour des questions d'argent. Parce que partir aussi jeune dans un pays qu'on connaît à peine, je pense que forcément c'est lié aussi à l'aspect pécunier, hein, disons-nous les choses les amis. Oui, c'est clair, c'est clair. Après je pense que pour qu'un championnat se développe, il faut que sa formation se développe. Parce que si on ne fait qu'acheter, on ne pourra pas s'implanter dans la durée dans le paysage footballistique. Alors effectivement, avoir de nombreux jeunes joueurs qui y vont, c'est bien. Et je pense que vu que ce n'est pas un championnat, on peut dire, du Big Five ou du Big Four européen, effectivement, les jeunes joueurs, ils ont l'occasion de gratter du temps de jeu, d'accumuler de l'expérience dans un championnat, on va dire, moyen, voire faible, puisqu'on a 4 équipes aujourd'hui en Arabie Saoudite qui sont vraiment implantées et réputées à l'étranger. Donc pour les jeunes joueurs, ça peut être une bonne opportunité, mais il faut qu'autour, il y ait tous les accompagnements, toute la formation, tout un travail autour de ce... Et aussi les aider à devenir des hommes, parce que ça aussi c'est important. Lucas, ton cash chrono. Alors, mon cash chrono, moi je voulais revenir sur le début de saison absolument flamboyant de Kylian Mbappé, parce qu'on l'a vu l'an dernier, il a eu des fortunes diverses et variées, on va dire, il a été bon à titre individuel, il a marqué beaucoup de buts, mais il n'a pas forcément été là quand ça comptait, et on le voyait surtout un petit peu en retrait collectivement, qu'il avait du mal à vraiment faire les efforts pour ses partenaires, et là en début de saison, on a l'impression de revoir un Kylian Mbappé absolument au top, il est, comme je le disais, très connecté à ses partenaires, il fait des passes décisives, on a vu ce week-end pour Arda Güler, ou même en sélection pour Barcola, à chaque fois des passes vraiment intéressantes où il fait la différence avant. Et puis il marque des buts, il est toujours clinique dans la surface, il va à 2000 à l'heure dans ses mouvements. Donc là en fait, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de s'imposer. On a eu des questions l'an dernier par rapport à Vinicius ou Rodrigo. Là vraiment, il s'impose comme le leader de l'attaque du Real. Et j'ai l'impression que Mbappé là, s'il maintient ce niveau, il va le rester aussi. Et on a beau dire, mais c'est un garçon malgré tout qui sait se remettre en cause. Hein. Bah là, on le voit, oui, avec sa façon de jouer, on voit ce qu'on peut dire du joueur. Hein. Merci, champion, tu as parlé de Kylian Mbappé. J'imagine que Kylian Mbappé va forcément être dans ton journal, mon cher Alex. Foot Panorama.
Absolument. Déjà, je voulais commencer avant tout, parce qu'on est quand même sur Global Africa, et je voulais parler des qualifiés en zone Afrique, parce qu'on sait qu'on vient d'une trêve internationale. Donc, pour l'instant, après 8 matchs joués, on a l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Sénégal, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, et le Ghana et la Tunisie qui sont qualifiés. Donc maintenant, je voulais juste... Pas vraiment qualifiés encore. Mais qui sont en voie de qualifier. Le Maroc, par contre, est qualifié. Hein. Le Maroc, oui, c'est qualifié. Et la L'Égypte Tunisie aussi, c'est qualifié. Il n'y a que 2 équipes officiellement qualifiées. L'Égypte, ça va vraisemblablement être quasi fait. Et donc voilà, je voulais vous poser juste la petite question avant de continuer de dérouler tout ça. Votre petit favori pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026? Facile. Comme tu as dit, l'Égypte, je pense que c'est sûr. Déjà, il y a combien de qualifiés en zone Afrique, là, déjà? Il y en a 2 pour l'instant. Non, pour l'instant, mais je veux dire, au total, combien? Au total, c'est 8. C'est 8 équipes, hein? C'est 8 équipes. 8 équipes pour... Alors qu'avant, c'était 5. Donc, moi, je pense que, hormis le Cameroun, qui est en ballottage très, très, très défavorable, je pense qu'on va retrouver les meilleurs. Hein. Ouais, le Sénégal va les habitués, le Cap-Vert, le Cap-Vert qui est la surprise, la Cap-Vert quasiment qualifié, ce sera la surprise du monde. Je pense que le Sénégal a fait un grand pas en battant le Congo dans ce duel fratricide, mais ouais, je pense que le Sénégal est l'équipe la plus probable à se qualifier dans ce coup de la cité. Je disais Ghana, Côte d'Ivoire probablement aussi. Par contre, ce sera le Nigeria qui va vraisemblablement manquer l'événement et ce sera le gros absent africain du monde. Le Cameroun potentiellement aussi. Le Cameroun, mais qui a une moins belle génération que le Nigeria. Ils n'ont pas des stars comme Ozzy. Ouais, mais le Cameroun n'a pas besoin d'avoir une belle génération. C'est pas ce que te dirait ça. C'est souvent mental. C'est souvent mental. La suite, Alex. Eto'o, il avait une bonne La suite. Les résultats de Bundesliga, Malik. Les matchs principaux, donc c'était le Bayer Leverkusen qui affrontait l'Eintracht Francfort qui a gagné 3-1 et le Bayern Munich qui a gagné 5-0. Lucas nous parlera tout à l'heure de Harry Kane qui commence à dérouler et qui fait un très très bon début de saison. Donc au classement, on a quand même le Bayern Bayern continue de dérouler, si j'ose dire. Qui continue de dérouler. Jamais arrêté. C'est son habitude. Comme toujours depuis plus de 10 ans maintenant. Et au classement, on a donc le Bayern Munich qui fait pour l'instant un 3/3. Dortmund qui est deuxième, le FC Cologne qui est troisième. Saint-Paul Saint-Pauli qui fait un très très bon début de saison qui est quatrième et l'Eintracht Francfort donc qui est cinquième. Sinon, on bascule en outre-Manche, comme on dit, en Première Ligue. Et on a eu un gros choc entre Manchester City et Manchester United, remporté évidemment par les Citizens 3-0. Un gros choc sur le papier, champion. Sur le papier, évidemment. Parce que c'est vrai que le derby, ces dernières années, a un peu perdu de sa saveur. On a eu Everton qui a fait un match triste 0-0 contre Aston Villa. Et on a eu Arsenal évidemment qui a gagné 3-0 contre Nottingham Forest. Donc voilà, si vous avez peut-être des petites réactions à faire. Non, mais moi, c'est évidemment. Tu as dit quoi? Il a dit évidemment, non? Hein? Arsenal qui gagne 3-0. Évidemment. Évidemment. Pourquoi évidemment? Parce que, alors, ça parce que t'as un penchant de supporter là. Parce que je voulais peut-être dans les autres émissions, on y reviendra, mais parce que Arsenal, moi, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Et que je mise beaucoup sur Arsenal cette année. C'est pour ça. Ah, d'accord. On peut dire en tout cas que Madueke, qui était un peu décrié comme un transfert très onéreux pour un joueur pas exceptionnel, il a fait la misère au côté droit de Nottingham. Et franchement, c'était quelque chose. Et très vif. Avec le retour de Saka, je ne sais pas comment est-ce qu'il va composer, le coach des Gunners. Au moins, il a du matériel. Oui, mais bon. On voit que trop ça. d'excuses. Ça leur a manqué du matériel l'année dernière, surtout sur le plan. D'ailleurs, il va falloir qu'on revienne sur le Gyökeres, c'est ça qui a marqué. Gyökeres, justement. Il a marqué, mais dans le jeu, c'est un peu compliqué, mais au moins, il plante ses buts. On aura le temps d'en reparler au cours d'une autre émission, mais je pense qu'il y a de quoi dire. Sinon, on a Tottenham qui a gagné 3-0 contre West Ham. Et on a évidemment, c'était Chelsea qui a fait 2-2 contre Brentford. Et Mohamed Salah qui a marqué le pénalty victorieux contre Burnley. 1-0 pour Liverpool. Sinon, au classement, donc Liverpool qui fait un 4/4 pour l'instant. 12 points pour les Reds. Arsenal, Tottenham, Bournemouth avec 9 points. Et Chelsea, 5e avec 8 points. Manchester City qui fait un début de saison plutôt compliqué, qui est donc à 6 points, qui est à la 8e place du classement. Ensuite, on bascule en Espagne. Alors, hier soir, il y a eu un très très gros match entre le FC Barcelone et Valence, 6-0. Donc Valence, c'est plus ce que c'était. On aura peut-être l'occasion d'en parler à un moment donné, mais c'est très très compliqué ce qui se passe à Valence. Mais en tout cas, 6-0, Lewandowski pour son retour. J'ai une petite passe D encore une fois à Lucas pour tout à l'heure, qui a gagné, qui a marqué un doublé. Le Real Madrid, t'en parlais avec notamment la passe décisive de Kylian Mbappé, qui a gagné 2-1 contre la Real Sociedad. C'était pas facile, mais ils sont quand même imposés. Et l'Atlético de Madrid, qui a gagné 2-0, un match important, qui a enfin lancé sa saison, l'Atlético de Madrid, contre Villarreal. Et je voulais revenir aussi sur la défaite de l'Athletic Bilbao,
c'est assez rare pour être souligné parce qu'ils font un très bon début de saison, l'Athletic Bilbao, qui a perdu 1-0 à domicile contre Alaves. Donc au classement, on a le Real Madrid qui pour l'instant fait un perfect, 12 points. Le FC Barcelone 2e, l'Athletic Bilbao 3e, Getafe 4e et Villarreal qui sont... Et Barcelone, combien de points? 10 points parce qu'ils ont fait un match nul à la journée précédente avant la trêve. On bascule avec notre cher Ligue 1 adoré. Et donc on parlait tout à l'heure de l'Olympique de Marseille qui a gagné 4-0 contre Lorient. Le PSG qui s'est imposé 2-0 contre Lens. Lyon qui a perdu malgré un bon match des Lyonnais, on peut le dire, Léo, tu nous le diras. 3-1 contre Rennes. Et puis Monaco qui gagne 2-1 contre Auxerre. Et je voulais aussi revenir sur Nice qui gagne 1-0 contre Nantes parce que Nice fait quand même un bon début de saison, même si ce n'était pas flamboyant dans le jeu, même pas du tout, fait quand même un début de saison plutôt correct. En championnat. Parce En qu'en championnat. d'Europe, on a vu encore, L'Europe, quand il y a eu des barrages à jouer, ce que ça a donné. C'est toujours Tout à fait. compliqué. Du coup, le PSG, comme d'habitude, fait un 4 sur 4, 12 points. Lille fait un très bon début de saison avec notamment le retour de Giroud. Je pense qu'on aura le temps d'en parler longuement dans l'émission. 10 points, Monaco 3e, Lyon 4e, 9 points, Strasbourg 5e, 9 points et Rennes 6e, 7 points. Ensuite, pour terminer ce petit tour d'Europe, Malik, on a l'Italie. Donc Naples qui fait un très très bon début de saison avec un Kevin De Bruyne qui est décisif quasiment à toutes les rencontres. J'ai entendu à vous. Très très fort. Ouais, très très fort Kevin De Bruyne. Donc Naples a gagné ce week-end 3-1 contre la Fiorentina. La Juventus, je ne sais pas si vous avez suivi ce match incroyable entre la Juventus et l'Inter avec notamment Yildiz qui... Scénario. Les frères Thuram qui marquent tous les deux. Les frères Thuram qui marquent. Avec la tous les caméra deux. sur le Célèbre de la papa. même manière. Absolument. Scénario à rebondissement. Scénario à rebondissement. Au final, c'est la Juventus qui s'impose. Et donc, la Juventus est à égalité de points avec Naples, donc premier et deuxième. La Roma, qui a un très bon effectif, la Roma. Avec notamment un Manu Koné qui est en pétard en ce début de saison. Je ne sais pas ce qu'il a mangé, Manu Koné. Hein. Je sais pas ce qu'il a J'avais mangé, des réserves, il mais est là, très bon. son dernier match en sélection, là, il m'a mis d'accord. Ouais. C'est deux derniers matchs. derniers même, matchs, ouais. d'accord. C'est deux Wow. derniers matchs en sélection. C'est de la bombe. Hein. Très très bon. Mais ils ont un bon effectif, la Roma, mais pourtant ils ont perdu 1-0 contre le Torino à domicile. Et la Lazio qui perd 1-0 contre Sassuolo. Et aussi le match important et le but, le premier but sous ces nouvelles couleurs de Luka Modric. Je ne sais pas si vous avez suivi avec l'AC Milan, qui gagne 1-0, match compliqué, mais j'ai suivi bon match de Adrien Rabiot. L'ancien Marseillais. Qui Ouais, faisait mais- son retour sur le ring contre Jonathan Rowe. Qui faisait son retour sur le ring. L'OM l'a bien préparé. Absolument. Et donc, du coup, au classement, ça nous donne Naples, Juventus, Udinese, Cremonense et l'AC Milan pour les 5 premières places. Je voulais revenir, puisqu'on est une émission quand même qui parle majoritairement de joueurs africains. Nicolas Pepe, qui a été élu joueur du mois avec Villarreal en Liga. Donc, très bon début de saison de Nicolas Pepe, et je pense que c'est important de le souligner. Et sinon, Ilan Keba, l'international algérien, qui est nominé pour les meilleurs joueurs du championnat de France. Et j'ai une question, tu as parlé du joueur du mois. Une question rapide, les amis. C'est pas préparé, hein. Je vois si vous suivez vraiment. Meilleur joueur du mois en PL, c'est qui? En PL. Ouais. Haaland, non? Non. Non, moi je sais. Hein, parce C'est que qui? j'ai su, C'est Jack Grealish. Ah, Jack Grealish. Bravo, les gars. Mais oui, évidemment. Ça lui fait Bravo, du bravo. bien, lui, son retour. Ouais, ça lui fait du bien. Et ça fait Franchement, plaisir. j'ai Ça se l'impression voit que c'est un bon gars. J'ai l'impression qu'il sent qu'il y a moins de poids, justement, sur ses Mais épaules. c'est un gars du foot. En fait. Lui, il aime C'est un le gars foot, du en peuple. fait. Faut Il pas, aime- ouais. Il joue au C'est un gars relâche. du peuple. Faut pas le que mettre pas- avec les strass et les Pas que paillettes. le foot non plus. mais- Merci Alex hein, pour ce foot panorama. Les amis, à Plaisir. présent, le débat d'Afrofoot, hein, foot à plat. Tu viens de l'évoquer dans Foot Panorama, justement. Le mondial 2026 hein, arrive à grands pas. Et pour l'Afrique, le rêve d'un sacre mondial reste toujours présent. Mais selon vous, quelles sont les équipes africaines hein, qui potentiellement peuvent soulever, enfin, si j'ose dire, cette Coupe du Monde? L'Afrique peut-elle gagner? Quel est votre top 3, mon cher Léo? Eh bien, à mon avis, déjà, pour répondre à la question mère de ce débat, l'Afrique ne gagnera pas en 2026. Je pense que... Et il est affirmatif, le garçon. C'est très cruel. Oh là là, c'est cruel. Ça avance peut-être un peu trop. Les Léo, vérités font attention, parfois Léo, mal à attention, entendre, mais il faut t'es les dans dire. Afro-foot, attention. Les vérités font parfois mal à entendre, mais il faut les dire. Je pense qu'il y a des choses qui vont compter cette saison, à commencer par la CAN, qui va coûter beaucoup d'énergie, notamment aux nations que moi je considère comme potentielles favorites de la zone Afrique à la Coupe du Monde, à savoir le Maroc et le Sénégal. Mais je vais t'arrêter, excuse-moi de t'interrompre. Mais quand Dis-moi. tu joues à la CAN, tu joues pas en même temps les championnats.
Dans toutes Mais dans tous les cas. les Tu as des championnats ne s'arrêtent pas. déplacements, tu as moins de vacances, parce que ça commence pendant la reprise, en tout cas pas en PL. Non, mais en ce que Ligue je 1. veux dire, c'est que quand tu es en sélection, Et tu aurais potentiellement pu être en, Oui, bien en sûr. club. Bah, on l'a vu. Donc, Sauf qu'après la CAN, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les équipes qui risquent d'aller plus loin à la CAN, donc, dont le Sénégal et le Maroc, une fois la CAN terminée, vont avoir une petite pause, une semaine, et puis vont reprendre la Ligue 1 qui, elle, ne s'arrête pas. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, c'est un grand débat qu'on a chaque année. Quel club, les clubs qui recrutent des joueurs africains, les années de CAN, quel problème il va y avoir pendant l'hiver? Mais le problème se pose moins cette saison parce que tu as moins de matchs de la CAN qui coïncident avec les... C'est ça. Ouais, parce que tu as une longue trêve en Ligue 1, tu as la Ligue des Champions aussi qui continue après le retour en janvier. Donc le problème se pose moins que les années précédentes où effectivement, je crois que les joueurs, pour ceux qui vont le plus loin, ils monteront au maximum 3-4 matchs. Alors que les saisons d'avant, c'était beaucoup plus. Donc c'est une Ça question qui reste- se pose moins. Sur Et le- puis, tu as des équipes sur comme le le repos, PSG, quand par exemple, qui a Hakimi, uniquement, je crois. Ouais, que- Hakimi, quelle Mais saison qui il va a faire Hakimi, c'est ça. Hakimi, qui a 2 saisons qui sont interminables. Là, c'est le joueur du PSG qui a le plus joué l'an dernier. Il a fait la Coupe du Monde des clubs. Barcola, je crois. En nombre de minutes, non. Barcola, en nombre de matchs joués, c'est le plus long, mais c'est pas celui qui a passé le plus de minutes, c'est Hakimi qui a passé le plus de minutes sur le terrain. Et là, il va faire la CAN plus la Coupe du Monde. Sans backup au PSG. Non, c'est trop. Et C'est des joueurs qui vont- titulaire de l'équipe du Maroc. C'est un joueur, on voit qu'il est un petit peu plus fatigué. Je ne sais pas si vous avez regardé le match contre Lens ce week-end. Mais moi, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a joué hier, en fait. Ah ouais, moi aussi, je me posais la faut- Parce question. qu'ils ont personne, parce que Parce- ça, il y a des blessés, ça demande tu une peux réorganisation faire Real tactique. C'est pas son poste, donc ça veut dire Oui, que ça mais réorganise il a la déjà tactique. joué, il a déjà Il joué va, là. il va le faire jouer tant qu'il peut, il le fera Ouais, jouer. Surtout dans un malheureusement- championnat où tu as la marge. Quoi. Malheureusement, en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, il va forcément le payer. Mais si c'est pas cette saison-là, ce sera la saison prochaine. La saison... Bon, on va recentrer le débat. Donc moi, si je devais donner mon grand favori de la zone Afrique, ce serait le Maroc. Parce que je pense que ce qui le différencie du Sénégal, c'est la profondeur d'effectif. Quand tu regardes les bancs, le banc du Maroc, en tout cas sur la dernière trêve donc de septembre, me rassure un petit peu plus. Et sinon, je vois bien, il y a des équipes que j'apprécie, qui je pense pas feront de grandes choses en Coupe du Monde, mais effectivement le Ghana ou l'Égypte font partie de Donc, ton bonnes top équipes. 3, c'est Maroc, Ghana, Égypte. Maroc, Sénégal, Oui. et j'aime bien le Ghana et l'Égypte, mais c'est vrai Non, que ton top 3, rajoute pas un eh 4. ben, je vais aller sur le Ghana alors. Le Je vais Ghana. aller Donc, sur le Maroc, Ghana. Sénégal, Ghana. Ghana. Tout à fait. Abou, ton top 3, potentiellement, qui pourrait gagner le mondial 2026. Bah, moi, dans mon top Dans les 3, sélections il y a- africaines. Et effectivement, le Maroc, qui je trouve a une très très belle sélection, une très très belle profondeur d'effectifs et qui en plus, pour le coup, s'entraîne aussi sur de très belles pelouses et qui est, ne l'oublions pas quand même, dernier demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est un effectif qui en plus a mûri, a grandi, a appris de son échec contre la France lors de la Coupe du Monde 2022. Donc il y a le Maroc. Il y a le Sénégal aussi. Bon, après, je vais répéter la même chose que ça dit. Le Sénégal, très belle équipe, avec une continuité au coach précédent, avec Pape Malick Thiaw finalement, qui avait l'équipe B du Sénégal, donc qui retrouve des joueurs qu'il avait, comme les Lamine Camara. Donc ok. Très, Mais très moi, bon, très, très Très bon. très fort Lamine Camara, très très bon joueur de foot qui devait d'ailleurs signer à l'OM, mais les Marseillais n'étaient pas allés dessus. Les téléspectateurs ont compris. Mais pour sortir un peu de ceux qu'on a cités, moi l'Afrique du Sud. On ne parle pas beaucoup de l'Afrique du Sud, mais pour moi l'Afrique du Sud peut être l'une de ces surprises de la Coupe du Monde. Là, tu penses que l'Afrique du Sud a une chance de gagner la Coupe du Monde? Non, mais Si là, j'en suis la question de Malik, pour moi, ils sont dans les favoris. Bah, c'est son avis. Mais j'ai le droit. non, je voulais être sûr. J'ai reposé pour être sûr. Il a le droit de le dire. Non, non. Je voulais être sûr. Et vous verrez que Bon, l'Afrique du Sud. Après, on va écouter ses arguments. Non, mais l'Afrique du Sud va en surprendre plus d'un. Demi-finaliste de la dernière CAN, l'Afrique du Sud, équipe qui a sorti le Maroc, dont on est en train de louer les qualités depuis le début de cette émission, et surtout l'Afrique du Sud, qui est différent de toutes les autres nations africaines, où la majorité des joueurs jouent dans le même championnat. Lors de la dernière CAN, c'était 20 joueurs sur 23 qui étaient dans le championnat sud-africain. C'est des joueurs qui n'ont pas ce problème de... Enfin, qui a une équipe, pardon, qui n'a pas ce problème de binationalité où les joueurs, on ne sait pas trop s'ils seront là, pas là. Eux, la plupart, ils sont que sud-africains. Et c'est des joueurs qui se connaissent, qui jouent bien ensemble, qui s'apprécient, avec une très belle assise défensive. Derrière, c'est du très solide. Et un coach qui a l'équipe... Mais tu loues les mérites des Sud-Africains, moi je veux bien, mais comment expliquer aussi le fait que les joueurs sud-africains s'exportent moins? Parce que le championnat, il est mieux fait. Parce qu'on sait Ils ont bien... un vrai championnat Non, ils ont un vrai champion, Les un vrai infrastructures. championnat, les infrastructures, les salaires sont convenables, mais ce n'est pas des salaires non plus qui arrivent au niveau des salaires qu'on peut payer dans les Non, pays non, du mais- Golfe, même en Europe.
Donc comment expliquer le fait que les Sud-Africains s'exportent aussi? Est-ce que simplement, moi je dis peut-être que le talent dont tu fais cas, peut-être qu'il n'est pas forcément au niveau Je savais que tu évoqué. Non mais moi je ne sais pas, je m'interroge en fait. Non, moi je pense que, au contraire, moi je pense qu'il faut louer les infrastructures sud-africaines, il faut louer aussi En fait, quand tu te sens bien à la maison, tu n'as pas envie de partir. Qu'est-ce qui pousse les gens Ça aujourd'hui c'est une bonne répartie. Non mais, non, mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les gens à partir? C'est que je suis pas à l'aise à la maison. Alors même si je gagne pas des milliards en étant chez moi, je gagne assez pour, je pense qu'ils vivent au-dessus du salaire moyen sud-africain. Ils vivent dans de bonnes conditions, ils s'entraînent dans de bonnes conditions, mais il n'y a aucune raison de partir. On est bien, on fait nos demi-finales de Cannes, on est heureux tous ensemble, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. On est très bien à la maison. C'est des carrières. Donc ton top 3, c'est ça. on va Savanier, on a là. C'est des gens qui aiment le football. Quel est ton top 3? Bah, mon top 3, c'est ce que je te disais. Ouais. Maroc, Sénégal, Afrique du Sud. Alex? Mon top 3, je ne vais pas être très original sur les deux premiers, donc, parce que je ne veux pas prendre de risques comme il va dire l'Afrique du Sud. Mais moi, ce serait plutôt le Maroc et le Sénégal, évidemment, pour les raisons qui ont été citées par Léo et même par vous. Mais la troisième, c'est la Côte d'Ivoire, évidemment, parce que, mine de rien, c'est quand même le champion. On va tout dire aux téléspectateurs. On va Non, tout non, dire. non, mais si tu veux, on dit tout. on est dans une émission sérieuse et objective. On est dans une émission objective. Et justement. Mais force est de constater que la Côte d'Ivoire, c'est quand même le champion en titre de la dernière CAN. Ouais, mais visiblement, il y a pas mal d'observateurs justement qui J'allais disent y que venir. la Côte d'Ivoire, en ce moment, ça ne convainc pas du tout. J'allais y Dans le venir. jeu, ouais, c'est poussif. Dans le jeu, c'est très poussif. Emers Faé, il est quand même pas mal remis en question au pays. Mais en fait, Emers Faé, c'est plutôt un peu, on va dire, un Didier Deschamps bis, on va dire, parce qu'il est très pragmatique dans son jeu. Il recherche vraiment la gagne avant tout. La et formation à la française. la formation à la française, comme tu l'as dit. Mais en fait, moi, là où je vais tirer un avantage pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont un groupe qui a déjà gagné une compétition. Et en plus de ça, c'est la dernière compétition en date et c'est des joueurs qui se connaissent bien et c'est un groupe qui s'entend bien. Donc même s'il y a des joueurs qui sont un petit peu en dents de scie, comme Oumar Diakité qui fait un peu des allers-retours, etc., on a quand même des joueurs qui n'étaient pas là à la précédente CAN, comme Amad Diallo, qui peut clairement apporter, et c'est un joueur différentiel. Et ils ont quand même une assise défensive qui est bonne avec Kosunu et Ndika. Singo aussi qui va continuer à jouer. Singo évidemment. Qui Et va éventuellement continuer à jouer. Agbadou aussi, Voilà, dans l'axe central. exactement. On a aussi Yaya Fofana, le gardien, qui est toujours présent, qui est plutôt bon quand il est en sélection. Et il y a Lafont qui est venu aussi, hein, soit dit en passant. Oui. Qui a rejoint la sélection ivoirienne, Alban Ça va Lafont. beaucoup les aider. Mais ouais. Choix du cœur. C'est du cœur, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est une équipe qui a déjà gagné. C'est un groupe qui a su créer une osmose. Et je pense aussi que le pays va les soutenir et va les pousser pendant cette Coupe du Monde. Mais je te rassure, T'es en les train de autres dire- sélections vont être poussées aussi par Non, leur peuple. hein. T'es en train de dire que c'est suffisant pour gagner une Coupe du Monde. Parce que là, Pour moi, c'est clairement. C'est le pouvoir de l'amitié. Pour moi, c'est clairement j'ai l'impression que c'est le choix du cœur, cette Non, histoire non, de Côte non, d'Ivoire non, pour toi. Parce que quand tu regardes le panorama africain, des sélections africaines, de mettre la Côte d'Ivoire dans les 3 favoris pour gagner la Coupe Non, du c'est pas Monde, surprenant. C'est pas du tout Je te surprenant. charrie, mais c'est pas Sachant- surprenant. Sachant que le Nigeria n'est pas encore qualifié. Après, bon, la Côte d'Ivoire non plus, parce qu'il y a le Gabon qui est juste derrière. Donc voilà. Vraisemblablement. Et en plus de ça, je voulais revenir là-dessus, c'est que c'est quand même une nouvelle formule, 48 équipes. Et donc il y a beaucoup plus de chances, c'est des poules de 3. Et c'est les 2 premiers qualifiés qui atteignent les phases finales. Donc à partir de ce moment-là, si je pense que la Côte d'Ivoire, dans un groupe de 3, a largement ses chances de terminer dans les 2 premiers, donc à partir du moment où tu es dans les phases finales, ça peut aller très très vite. Et je pense que c'est une équipe coup près qui a montré que contre des grosses sélections, des sélections favoris, elle pouvait se qualifier. Donc moi, ça ne me surprend pas de voir la Côte d'Ivoire arriver dans les quarts de finale. Et après, qui sait que ça peut aller Ouais, plus haut. après, tout peut se passer. On l'a vu hein, avec le Maroc. On a failli le voir aussi avec le Ghana. Hein, Voilà. N'eût été Aussi. le pénalty loupé de notre ami Diane Assamoah. Si vous vous en souvenez pour les plus Bien jeunes. sûr, bien On sûr. s'en souvient. s'en Luis souvient, Suarez, évidemment. Fabio. On s'en souvient. s'en Allez, souvient. mon cher Lucas, quel cœur est ton top 3 africain potentiellement capable de gagner la Coupe du Monde? Très très peu original. Je pense comme Léo quand même que vraisemblablement les nations africaines ne remporteront pas le mondial, notamment à cause de la CAN en pleine saison. Je pense que ça va les user. Mais je les rejoins donc sur les favoris qui seraient le Maroc et le Sénégal dans un deuxième temps. Et en troisième, je voudrais parler de l'Égypte. Parce que j'ai un peu la même réflexion qu'Abou. L'Égypte, ils ont encore beaucoup de joueurs qui sont au pays, qui se connaissent très bien. Ils ont toujours des sélectionneurs qui viennent d'Égypte. Et en fait, c'est la formule qui leur a permis d'être un peu la terreur de l'Afrique au tournoi des années 2000-2010, quand ils ont battu la Côte d'Ivoire plusieurs fois en finale, etc. Et alors qu'il n'y avait aucun joueur connu qui jouait contre des grosses stars européennes, eh ben, ils arrivaient quand même à gagner la CAN, à faire des performances. Donc voilà, historiquement,
L'Égypte, c'est un pays qui réussit très très mal en Coupe du Monde. Et je me dis, allez, pourquoi pas cette fois-là, avec une équipe sur laquelle ils sont sûrs et 2 ou 3 individualités qui vont les porter. La dernière de Salah, je pense. Ouais. La dernière de Salah, mais il y a une génération qui arrive derrière. Donc, Marmouche. et ça, Marmouche, qui sera le fer de lance. Ce sera peut-être la dernière de Salah. Hein. Ah, mais Salah, de toute façon, Certainement, là, bien sûr. s'il continue comme. Non, mais il peut faire une CR7 ou une Messi aussi, hein, sait-on jamais. S'il fait la saison qu'il a commencé, ce sera la dernière pour beaucoup de choses pour Mohamed Salah, je pense. D'ailleurs, tu vas y revenir dans Je vais y quelques revenir. instants, n'est-ce pas? Par contre, Donc, pour résumer rapidement, ton top 3 Top 3, je dirais Maroc aussi numéro 1. Allez, je dirais 2e Égypte et 3e Sénégal. Merci, mon cher Lucas. Tu voulais. ouais, par contre, on a beaucoup évoqué les équipes qui sont en passe, qui soit se sont déjà qualifiées, soit sont en passe de le faire. Mais on peut aussi évoquer les deuxièmes, parce qu'il y aura les deuxièmes meilleurs vont aussi se qualifier à la Coupe du Monde. Et ça, il y aura- c'est une dinguerie quand même. Hein. Bah, Il vaut mieux pas être il deuxième. y aura possiblement le Mais moi, Cameroun. moi, je préfère être éliminé. Au moins, je sais que je suis éliminé plutôt que de lutter une place De potentielle. toute façon, c'est simple. Où tu vas jouer avec des continents croisés, décroisés, mais c'est un truc. Mais ça, c'est simple. Il n'y a qu'en Europe qu'il n'y a pas de barrage, parce qu'il y a déjà 16 qualifiés automatiquement. Donc, chaque autre continent envoie Un tir. son représentant. D'ailleurs, on pourrait avoir deux sélections françaises à la Coupe du Monde, puisque la Nouvelle-Calédonie La Kanaki, ouais. est en barrage. Mais si on parle effectivement des meilleurs deuxièmes potentiellement, il y a la République démocratique du Congo. Bah, je peux te dire les deuxièmes, si tu veux, je les ai sous les yeux. Il y a le Burkina Faso, le Bénin, la Tanzanie, la RDC, le Cameroun, le Gabon, l'Ouganda, Madagascar et la Namibie. Il y a quand même de bonnes équipes. Si on prend le Cameroun, même si c'est décevant, on sait que c'est un groupe qui a beaucoup de qualité. On peut parler du Gabon aussi, qui a une bonne équipe, qui a beaucoup de joueurs à chaque ligne, des noms reconnus. Je pense que dans les deuxièmes de groupe, ce sera intéressant de s'y pencher si jamais ils vont jusqu'au bout. Mais c'est pas pour aller gagner la Coupe du Monde. Hein. Non, évidemment. Pour bien figurer. Évidemment. Sortir des poules, déjà, ce serait pas mal. Pour un de ces- On s'est projeté, hein, les amis, hein, pour le mondial 2026, s'agissant des équipes qui vont participer à la Coupe du Monde. Même s'il est vrai aujourd'hui qu'on n'a que le Maroc, la Tunisie Et c'est qui tout. sont C'est tout. qualifiés. Après, il y a pas mal d'équipes qui sont en ballottage très, très, très favorable. On y reviendra justement au cours des émissions prochaines. On va redescendre, on va repartir un peu en arrière avec toi, mon cher, Repartons, Mali. Lucas, justement. On va parler cette fois-ci, dans cette chronique qui arrive, Crack Légende. Crack Légende, il s'agit de quoi? Crack Légende, ça allait te présenter, de faire un peu le portrait de légendes qui ont marqué l'histoire du football. Là, pour le premier numéro de Crack Légende, je voulais vous parler de Obaixinho, Romario. Donc Romario, c'est le grand attaquant brésilien des années 1990. C'est des buts en pagaille, un style inimitable. C'est-à-dire que nous, on a du mal un peu à se rendre compte ce qu'était le football dans les années 80, avec beaucoup de postes, enfin un football de position, etc., avec très peu de joueurs qui prenaient des initiatives. Parce qu'il y avait des numéros 10 qui faisaient déjà le jeu. Et Romario, il est arrivé, il a un peu tout cassé au poste d'attaquant, parce qu'en fait, il avait un cocktail qui n'existait pas à l'époque. Il était petit, moins de 1m70, il allait à une vitesse absolument hallucinante, et c'était un renard des surfaces, ça veut dire très bonne technique de frappe, qui marque dans toutes les positions, et par contre, il était très connecté à ses partenaires. Ça veut dire que même si c'était un renard des surfaces, qu'on pouvait le voir comme ça, il prenait aussi la profondeur, et il était très bon dans tout ce qui est déviation, passe pour faire des contres rapides. Donc Romario, ça a été un des joueurs, avec Ronaldo après lui, qui a un peu révolutionné le poste d'attaquant, où il y a une espèce d'hybride entre des ailiers et des attaquants. Romario, il est né en 1966 à Rio. Il a été repéré très tôt par Vasco de Gama. Et il faut savoir que c'est un enfant pauvre qui vient des favelas. Lui-même disait que pour aller dans son premier club, il prenait des vélos qu'il volait pour aller à l'entraînement en vélo parce que c'est trop loin pour aller au stade depuis chez lui. Il a très vite été remarqué comme un crack. Il a joué à Vasco de Gama, donc jusqu'à ses 22 ans. Il avait déjà fait étalage de tout son style au Brésil et il arrive aux Pays-Bas, au PSV Eindhoven à 22 ans. Donc à l'époque, c'était pas banal, hein. Très peu de joueurs partaient du Brésil pour aller aux Pays-Bas. C'est pas encore des destinations qui étaient privilégiées par ces joueurs-là. Et il arrive du coup dans le grand Eindhoven et il est sur ses 4 ans et demi où il joue là-bas, 3 fois meilleur buteur des Pays-Bas. Et il se fait une réputation qui va lui coller à la peau. Ça veut dire d'un joueur absolument exceptionnel, mais qui est difficile à contrôler, qui est paresseux, qui rate des entraînements, qui en fait qu'à sa tête, qui peut se break avec un coéquipier sur un coup de tête. Donc un joueur qui est un petit peu assez impulsif, ouais. Assez impulsif, assez incontrôlable. Ce qui fait qu'en fait, quand il est sur le départ de Eindhoven, il y a beaucoup de clubs qui ont peur de le recruter. Et là, il y a évidemment un homme qui a dit « Moi, je vais monter une Dream Team
Ce mec-là doit être le numéro 9 de ma Dream Team, c'est Johan Cruyff qui le ramène à Barcelone. À Barcelone, il arrive un peu comme une rockstar et tout le monde le prend pour un fou. Avant même son premier match, il a dit, vous allez voir, j'ai marqué 30 buts cette saison. À l'époque, marquer 30 buts, même pour un attaquant, c'était énorme. Il a marqué 32 buts sa première saison. Il a été absolument magique. Il a désossé toutes les défenses de Liga. Et surtout, à la fin de l'année 94, il y a le mondial. Il faut savoir qu'au Brésil, Romario, depuis 89, déjà, c'était une légende. En 89, il y a la Copa América. Et le Brésil n'avait pas gagné depuis 40 ans, depuis 1949. Et là, il l'a ramené à la maison en étant le meilleur joueur du tournoi, ce qui fait qu'il a déjà une aura au Brésil, Romario. Et là, en 94, il marque en quart et en demi donc contre la Suède et les Pays-Bas pour gagner 2 des plus grosses équipes européennes de l'époque. Et en finale, ça se termine en tir au but contre l'Italie, avec Roberto Baggio qui manque et tout, etc. Mais c'est quand même Romario, c'est pas Baggio qui est élu meilleur joueur du tournoi. Il a mis 5 buts en 7 matchs. Et voilà, il est vraiment au sommet avec son collègue Bebeto. Ils sont vraiment au sommet du football mondial. Et là, on se dit en fait, Romario, c'est le joueur qui va marquer les années 90. Sauf que Romario, comme on l'a dit, il en fait qu'à sa tête et le Brésil lui manque. Donc, été 94, il commence à faire la tête, a pu vouloir trop jouer, etc. Et dès le début d'année 95, il est renvoyé à Flamengo pour le centenaire du club et pour relancer sa carrière au Brésil. À partir de là, on perd un petit peu la trace de Romario parce que sa carrière devient très décousue. Il revient très peu de temps en Europe pour jouer au FC Valence, mais ça ne fonctionne pas très bien. Il revient surtout à Vasco de Gama où il continue à remporter des titres, mais surtout, il continue à marquer énormément de buts. Romario, on considère que c'est plus de 700 buts en carrière, qui ont été notés. Il y a des fois, on ne sait pas très bien comment ils sont comptabilisés, mais en tout cas vraiment comptabilisés. Il y a plus de 700 buts de Romario en carrière qui a marqué absolument partout. Donc je le disais, en Espagne, aux Pays-Bas, au Brésil, mais aussi dans des destinations un peu plus exotiques, puisque c'est un premier joueur à avoir voyagé. Il était au début des années 2000 au Qatar, il a joué aux États-Unis et même en Australie. Donc voilà, il a même réchauffé les croix-fonds une fois à 58 ans pour faire un match de deuxième division avec son fils, parce qu'il voulait absolument jouer avec son fils. Donc il s'est dit, allez, à 58 ans, je suis encore assez bon pour jouer en D2 brésilienne, et il y est allé. Donc voilà, Romario, c'est un peu l'attaquant frisson des années 90, avant Ronaldo. C'est vraiment l'archétype du beau joueur qu'on a envie de voir, des buts spectaculaires, des grosses frappes, d'autres plus techniques, etc. C'était vraiment quelque chose, Romario. Et il faut aussi signaler qu'après sa vie de footballeur, il y a une vie de politicien, puisqu'en 2009, il adhère au Parti socialiste brésilien. En 2010, il devient député de la région de Rio. Et enfin, en 2021, il fait machine arrière, il soutient Jair Bolsonaro, qui est donc le président d'extrême droite du Brésil, l'ancien président. Et là, depuis 2 ans, et son coup d'État avorté, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais il a pris 27 ans de prison ce week-end, Bolsonaro. Depuis, Romario, il a pris ses distances. Il a dit finalement, la gauche-liste, c'est très bien. Et il s'est remis à supporter des candidats de gauche. Et c'est pour vous dire qu'il est aussi à l'aise dans les contre-pieds sur le terrain que dans la vie politique. Merci Lucas. Lundi prochain, ce sera qui, Crack Légende ? Je vous fais la surprise. Écoute, on attend ça avec impatience, avec beaucoup de bonheur. Romario, pour les plus jeunes, il y a YouTube maintenant, les amis. vous avez pu observer quand même l'équipe que geste technique, les buts et tout ça. Je rappelle que Romario a joué au très grand FC Barcelone, donc évidemment que j'ai pu voir les compilations de Romario avec notamment le maillot. Un peu à damier, oui, c'est ça, rouge et exactement. Blanc et bleu à damier, ouais. Mais très grand attaquant, Romario. Très bon. Et toi, Abou ? Ouais, j'ai regardé aussi un peu sur YouTube. C'est pas un joueur que j'ai connu. Après, je vais dire peut-être quelque chose qui va choquer Lucas, mais comment tu le décrivais, enfin au début en tout cas, je faisais un parallèle dans ma tête avec Wissam Ben Yedder. C'est quoi le lien ? C'est son style de jeu. En fait, il était beaucoup plus hargneux. Peut-être que je peux plus le voir comme le Luis Suarez de Liverpool. Un petit peu peut lui ressembler de temps en temps. Non, mais tu vois, c'est des petits joueurs dans les espaces, forts dans les espaces, un peu neufs, mais 10. aussi. Non, par le coup, il n'était pas neuf. Dans le style, mais pas très neuf. Vraiment niveau. Pas dans le niveau, non, pas dans le niveau. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Mon cher Alex, on a forcément des événements qui arrivent. On est au lundi 15 septembre aujourd'hui. Dès demain déjà, il y a du lourd. Et oui, Malik. Et ça se passe dans Prochain Contrôle. Ça se passe dans Prochain Contrôle. Il y a du très lourd. Le principal enjeu à venir, tu l'as dit,
tu l'as teasé, on va dire. C'est la première journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions, le retour. Donc je vais vous faire le petit panorama des matchs de demain. On a l'Athletic Bilbao contre Arsenal, PSV Eindhoven contre l'Union Saint-Gilloise, Benfica contre Karabakh, la Juventus contre Dortmund, le Real Madrid contre l'Olympique de Marseille et on a Tottenham contre Villarreal. J'aime bien le regard. Hein. Évidemment, donc là, rapidement, je vous demande quel match vous allez suivre pour demain. Très rapidement. Abou. Au pif comme ça. Real Marseille. Au pif, au pif. Au pif comme ça. Il y a un match qui vous... Et toi, Léo? En tant que fervent défenseur du championnat de France, je vais évidemment regarder le Real Madrid Olympique de Marseille. J'ai cru que tu allais me dire pour des raisons professionnelles, je suis obligé de regarder. Mais D'ailleurs, on va rappeler ton site. Hein. moi, je travaille pour un site anglais qui s'appelle Give Me Sport. Très très beau site site, hein, anglais. qu'on vous conseille d'aller regarder. Pas mal d'infos. Allez, à ton tour, Lucas. Sur les matchs de- Tu regardes quoi comme affiche je regarderai Real Marseille évidemment, mais j'aurai une attention particulière pour le Villarreal Tottenham, Ah, qui ok. serait une très belle affiche de quart de finale d'Europa League, tu vois, mais qu'on a en Ligue des Champions. Donc pourquoi pas regarder ce match-là. Et s'il y a un seul joueur que vous avez envie de voir demain, lors de cette journée de Ligue des Champions, ce serait qui, respectivement, Léo? Un seul joueur. Kylian Mbappé, les Et toi retrouver avec l'OM. Lucas? Un seul joueur. Moi, c'est l'inverse. Je voudrais voir ce que Greenwood va donner, lui qui attend la Ligue des Champions, lui qui est censé être une stature supérieure aux autres joueurs de l'OM. Donc Greenwood. Abou? Aubameyang. Aubameyang? Moi, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est Nico Williams, parce qu'il joue contre Arsenal à 18h45, Bilbao Arsenal, et je pense que ça va être un match très intéressant. Surtout qu'il a l'espoir de le recruter l'année prochaine encore. Au contraire, j'aimerais vraiment voir ce que Nico Chaque été, Williams il va les fait donner, galérer. et on va voir. La suite. La suite, c'est mercredi. L'Olympiakos qui joue contre Pafos, Slavia Prague contre Bodo Glimt, l'Ajax qui joue contre l'Inter, le Bayern Munich contre Chelsea, Liverpool, Atlético Madrid et Paris Saint-Germain, Atalanta. Jeudi, Club Bruges contre Monaco. Ça, c'est jeudi, c'est. Ligue des Champions, Troisième c'est sur jour 3 de jours. Ligue des moi. Champions. C'est 3 jours. Hein, ouais, C'est 3 jours avec cette nouvelle phase. Donc, Il y aura des matchs toute la semaine maintenant, bientôt. Ouais, Ces affiches- Mais il y en a déjà c'est ce toute la qu'ils semaine. Il y en a c'est de déjà faire, toute la hein. Non, mais je veux dire des grosses affiches. Et, Mais il y a de la première ligue, et en lundi, termes de nombre Ouais. et en termes d'affiches. Ils vont Ouais. s'y perdre. C'est ce qu'ils après. essayent. Attends de voir ce qui arrive ce week-end, Malik. Club Bruges contre Monaco, Copenhague contre Leverkusen, Eintracht Francfort contre Galatasaray, City Naples, donc Kevin De Bruyne qui va retrouver Joli ça. son ancien club, Newcastle FC Barcelone et Sporting Kairat Almaty, le petit nouveau Kairat Almaty. On a aussi le premier tour de la Ligue des Champions africaine, des qualifications pour la Ligue des Champions africaine, je voulais revenir rapidement là-dessus. Mardi, on commence avec un Côte d'Or, donc un club des Seychelles, contre le Stade d'Abidjan, un club ivoirien. Et sinon, les autres matchs auront lieu ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Faut savoir que Al Ahly et Mamelodi Sundowns, donc Al Ahly, club égyptien, et Mamelodi Sundowns, club sud-africain. Ouais. Donc ceci explique cela finalement. Les deux meilleurs clubs africains, eux sont déjà qualifiés pour le deuxième tour de qualification. Donc ils n'auront pas à passer pour le premier tour, puisque c'était les deux finalistes précédents de l'ancienne édition. On retourne en Europe et on voit un petit peu plus loin dans la semaine, Malik. Ce week-end, on a quand même des très très grosses affiches, avec notamment en Angleterre le derby entre Liverpool et Everton. On a aussi Manchester United qui reçoit Chelsea. Et on a dimanche Arsenal qui reçoit Manchester City. Donc on a quand même trois bonnes affiches ce week-end en Angleterre. En France, on a deux derbys. On a le derby de l'Ouest entre Nantes et Rennes. Et on a le derby du Nord entre Lille et Lens. Et on a bien évidemment un gros match ce week-end entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le premier classique de la saison. En Italie, on a la Lazio qui joue contre la Roma. Donc encore une fois un week-end de derby. Et aux Pays-Bas, je voulais faire un petit aparté, on a le PSV Eindhoven qui joue contre l'Ajax Amsterdam. Et sinon, Malik, lundi prochain, on aura toute l'occasion d'en parler, mais c'est le Ballon d'Or, lundi prochain. Ouais. Que le Real boycotte Suspense ou encore. pas suspense là les amis Suspense. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un suspense. Yamal, Hakimi, Dembélé. Quand même un Non, suspense. Pas Hakimi, mais j'ai l'impression qu'Yamal va le prendre. Ah Bah, ouais. via alors que ce serait mérité pour Quand on Dembélé. voit la communication d'Yamal, ça me choquerait pas qu'il l'ait pris. Ouais, j'ai l'impression. Ah ouais. Pour Ah ouais. rappel, par contre, le lauréat ne reçoit pas d'appel de France Football avant le Oui, c'est moment fini. de Ils veulent ménager voilà, le suspense le maintenant. moment effectivement, c'est fini. où il recevra comment- le Ballon d'Or. Personne ne sait en gros, à part le rédacteur en chef de. C'est mieux ça. Bon, ça c'est ce qui est dit, non? Mais il y C'est a ça toujours Non, des c'est fuites. vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, parce Non, qu'avant, mais avant, tu sais, il y dans avait. ces cas, comment tu sais si tu dois effectuer le déplacement Bah, ou ils pas savent Eh ben, c'est Si, le ils principe. savent, parce que l'année dernière, le Real refuse de se déplacer. Oui, parce l'année qu'ils sont dernière. au courant.
Non, Évidemment. mais l'année dernière aussi, Non, il n'y avait après, pas. t'as C'est des depuis l'année fuites, dernière mais la règle. officiellement, il n'y a pas Officiellement, d'appel. Avant, tu avais quand même déjà une interview de France Football avec le Ballon d'Or, il posait, etc. Et en fait, la semaine suivant l'événement, il pouvait sortir. Oui, mais pas de. Là, c'est plus fait maintenant. Donc, Pas l'année dernière Real, aussi. il L'année voudrait- dernière, il y avait vous pas de êtes en fuite. train de me dire ça fait- potentiellement que Dembélé pourrait ne pas gagner le Ballon d'Or. Évidemment. Évidemment. Et tous les quatre, hein, vous êtes unanimes Tout à là-dessus. fait. Ouais, moi je pense que. C'est pas nous qui votons, mais effectivement, au vu de ce qui sort, au vu des votants, effectivement, il y a l'air de pas avoir de vraie unanimité sur un joueur. Donc, ce serait pas étonnant de voir que Yamal le prenne. Ah Ce ouais qui pourrait faire défaut au PSG, c'est qu'ils ont plusieurs joueurs en concurrence. On se rappelle même qu'il y a Hakimi qui a fait une interview dans l'équipe, enfin chez Canal, Oui. où il explique Oui. qu'il pense le mériter. Ça avait fait débat, en tout cas au sein du club, et on lui avait tapé sur les doigts à Hakimi. Donc il y a ça qui peut jouer en Après, Barcelone défaveur aussi, de, en soi. de Dembélé. Justement, moi je Ouais, mais Yamal, vais c'est un peu profiter plus de ce thème, de ce sujet pour faire un clin d'œil à notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très très longtemps au téléphone. On va rester focus et puis on va voir ça, hein, mon cher Stéphane, d'ici lundi prochain. Merci Alex. Avec plaisir. On va transiter tout de suite avec toi, mon champion, hein, au pas de course là déjà. On a une chronique qui s'appelle Tu préfères. Aujourd'hui, tu nous proposes quoi Je comme vous propose face à face? deux des plus grands attaquants européens, deux attaquants qui ont marqué la décennie passée et qui sont en train de marcher sur celle en ce moment. À ma gauche, Lewandowski, donc passé par le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich et aujourd'hui au FC Barcelone. Lewandowski, c'est je crois plus de 600 buts en carrière, c'est des trophées en veux-tu en voilà, c'est le Ballon d'Or officieux en 2020 parce que la cérémonie avait été annulée, mais on est beaucoup à penser que c'est lui qui le méritait cette année-là. C'est du coup le capitaine et meilleur buteur de la sélection polonaise, une légende du foot européen, et on va quand même rappeler quelques-uns de ses faits marquants. C'est quand même un quintuplé en 9 minutes contre Wolfsburg en 2015, et en 2013, c'est un quadruplé en Ligue des Champions contre le Real pour les mettre dehors. Donc c'est quand même un attaquant très très sérieux, et quand il est dans la zone, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Face à lui, un joueur un peu plus jeune, Harry Kane. Harry Kane, donc aujourd'hui au Bayern, et qui a été pendant très longtemps le capitaine et le meilleur buteur de Tottenham. Meilleur buteur au point qu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue aujourd'hui. Harry Kane, c'est un peu particulier. Le fait qu'il ait joué à Tottenham fait qu'en fait, il n'a quasiment pas de titre, à part celui qu'il a gagné l'an dernier avec le Bayern. Très longtemps, on l'a vu comme un attaquant maudit, et pour autant, c'est quand même lui aussi le capitaine et meilleur buteur actuel de la sélection anglaise. Et surtout, c'est un attaquant qui est super complet. Ils ont ça en commun les deux, ça veut dire qu'ils savent absolument tout faire. Au niveau du jeu de haut but, prendre la profondeur, réceptionner un centre, le sens du but, la technique, ils font absolument tout parfaitement. Et c'est en ça qu'en fait que j'aimerais les comparer. C'est parce qu'il y a une espèce de perfection qui peut parfois émaner de leur jeu. Ils savent tout faire, tout bien faire. Et donc voilà, Harry Kane qui est lui aussi, je crois, à quasiment 400 buts en carrière en club. Donc c'est absolument stratosphérique les stats de ces deux joueurs-là. Et je voulais savoir aujourd'hui, ami chroniqueur, c'est lequel? Si en 2024-2025, vous aviez dû commencer une équipe avec un numéro 9, lequel vous auriez pris? Ah non. C'est celui qu'on trouve le plus fort ou celui Le qu'on plus aurait fort, mis et dans notre pour, équipe après T'es l'année... entraîneur, t'as le chéquier, tu prends lequel des deux Tu prends attaquants? le plus jeune. sans ces considérations par Non, son Sans la niveau. considération de On l'âge. retire la considération de l'âge. Je prends pour moi le plus esthète. Et c'est Harry Kane. Enfin, oui, pour moi, oui. Il est beau Lewandowski aussi. Ouais, c'est son mais avis, moi, je Lucas. préfère Harry Kane. Enfin, je sais pas, moi, j'ai une question, il n'est pas d'accord avec la réponse. En fait, il voulait que je réponde Lewandowski. Vas-y. Donc, Abou, Harry Kane. Ouais, moi, je sais pas. Juste deux raisons rapidement. Prince Harry, je sais pas, déjà le fait qu'il soit. Je trouve qu'il y a l'aura. Il est plus mobile pour moi que Lewandowski. Et ça enlève rien vraiment, encore une fois, aux qualités de Lewandowski. Et surtout, il y a ce qu'il a dit, Kingsley Coman, si je peux citer sa citation. Enfin, Ouais. si je peux te le dire, Malik, chez ESPN, il avait dit ça. Lewandowski demande beaucoup plus de centres. En gros, vous devez jouer pour lui. Kane rend les ailiers meilleurs. Il crée, il marque. Et c'est l'attaquant le plus facile avec lequel jouer. Donc si je suis coach et que je dois prendre un joueur, je prends celui qui rend ses ailiers meilleurs. Donc tu es coach Coman. Alex, ton choix. Je prends Lewandowski. Je prends Lewandowski parce qu'il a une palette technique de buts qui est selon moi plus marquante. Il peut marquer vraiment dans toutes les positions, tout le temps. Lewandowski, il a un sens du but qui est absolument incroyable. Je ne dis pas qu'Harry Kane ne l'a pas, hein, mais pour moi, celui de Lewandowski, il est supérieur. Et forcément, les titres parlent pour lui. Et sinon, Lewandowski, il est quand même son jeu dos au jeu, sa qualité Dos au de but. oui, dos au but, dos au jeu, pardon, ouais. dos au jeu. Sa qualité de déplacement, sa qualité de remise, elle est vraiment très très bonne, je trouve. Un peu moins. Kane, il a une qualité de remise qui est absolument On sensationnelle. va pas le relancer, on va faire vite là. Je n'ai pas Le dit temps que est Kane parti, l'avait pas, arrive. mais en tout cas, personnellement, je prends Lewandowski parce qu'il a Lewandowski. plus de buts marquants. Et toi, Léo?
Moi, j'ai été tiraillé quand j'ai vu la question en off. Si je devais choisir, je dirais que Lewandowski est plus fort. Parce que j'oublie pas qu'un attaquant, ça doit être aussi... Il doit y avoir des moments. Et j'ai plus de moments avec Lewandowski. Tu as cité ces 5 buts en 9 minutes. Pour moi, c'est un des records qui pourra peut-être jamais être battu à l'avenir dans le football. Il ne faut pas que Mbappé t'entende. Hein. Non, mais c'est un record. Il adore les faut challenges se rendre comme ça. compte de ce que c'est. En plus, ils étaient Regarde les menés buts. à l'époque contre. Ils sont de plus en plus beaux, les buts. Ils sont de plus en plus beaux sur beaux. les Le cinq. 5e, Incroyable. c'est un but galactique football exceptionnel. Après, je préfère. Dans la palette tactique, dans ce qu'il propose, je préfère Harry Kane, personnellement. Je pense que c'est un joueur, effectivement, qui est maudit. Pourtant, il jouit d'un bel effectif en Angleterre. Il n'a rien gagné. Il a été en demi-finale, il a été en finale, il a toujours perdu. Tottenham, c'est le meilleur buteur de Même en l'histoire de sélection Tottenham. C'est le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre. C'est un joueur exceptionnel. Je pense que dans un football que tu souhaites mettre en place avec des joueurs liés les uns aux autres, c'est plus facile de le faire avec Harry Kane, qui est beaucoup plus mobile que Lewandowski, je pense. Qu'il l'est aussi. Mais à titre personnel, je préfère Harry Kane, même si je pense que Lewandowski est meilleur. Merci Léo. Justement, tu gardes la parole, hein, parce qu'avec toi, on va partir pour la toute dernière chronique au pas de course qui s'appelle Pertinence. Pertinence, tu nous parles de quoi ? Eh ben, on va parler de quelque chose qui a fait l'actualité ces derniers jours suite à la trêve internationale. J'ai cité les blessures des joueurs en sélection nationale, à commencer évidemment par celle d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué qui ont fait la une de l'équipe, qui ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, qui ont même amené le Paris Saint-Germain à sortir un communiqué presque à charge contre Didier Deschamps et son staff. On a aussi Yohan Wissa qui s'est blessé avec la République démocratique du Congo, qui va être absent pendant 4 à 5 semaines à Newcastle. On a Lamine Yamal qui s'est blessé en équipe d'Espagne, et ça a fait beaucoup parler. Flick a lui aussi chargé directement en conférence de presse Luis de la Fuente et son staff. Donc, qui est responsable réellement de ces blessures? Parce qu'on a entendu un petit peu tout. Il y a eu des attaques par, effectivement, courrier, communiqué, interposé, des interviews chez Téléfoot. Pour moi, c'est simple. Il y a 5 facteurs qui peuvent expliquer ces blessures. Le premier, ce sont les clubs. Parce que les clubs se plaignent. Mais pourquoi les clubs tiendraient-ils une place plus importante que les sélections nationales qui disputent des qualifications aux compétitions internationales? On a la CAN qui arrive, on a la Coupe du Monde. Puis les clubs se plaignent que leurs joueurs jouent en sélection nationale, mais d'un autre côté acceptent aussi par exemple, de disputer une Coupe du Monde des clubs cet été qui rajoute des voyages, moins de repos à leurs joueurs. Et beaucoup d'argent aussi. Beaucoup d'argent. Donc, premièrement, les clubs, on va aller rapidement. Ensuite, les sélections qui pourraient peut-être bénéficier d'une meilleure communication avec ces clubs. Les joueurs, parce que les joueurs sont les premiers concernés, s'ils ressentent un mal-être, s'ils se sentent mal, aussi bien physiquement que dans la tête, parce que la fatigue, c'est aussi mental. Ils ont des associations pour en parler. Ils en parlent parfois en conférence de presse, mais rien de concret. et troisièmement, J'ai les instances qui évidemment poussent pour avoir de plus en plus de matchs, de plus en plus de compétitions, même si les clubs les acceptent. Et enfin, le facteur chance, parce qu'une blessure, même si on peut dire ça risque d'arriver, il y a toujours un facteur chance ou malchance pour parler, parce que quand une blessure intervient à l'ischio, quelque chose comme ça, et ben c'est quand même pas de chance, quoi. Merci mon cher Léo, rapidement. Juste Lucas, pour dire ça. en une phrase. En 20 ans, elles ont, je crois, doublé ou triplé les blessures aux ischios. Donc, c'est pas que le manque de chance, c'est aussi peut-être trop de matchs. Mais ça, c'est les instances, encore une fois. Je suis sûr qu'on va revenir sur ce sujet parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci les amis d'avoir été Merci, présents. Malik. Merci à toi. C'était le Merci à premier toi. numéro d'Afrofoot. On espère que vous avez aimé. Vous-même sur le plateau ici, ça s'est passé comment rapidement? Super. Super bien. Super. Très très bien. Alors, bien. merci les amis. On va se donner rendez-vous lundi prochain sur Global Africa Télé Sud. Portez-vous bien et puis joyeux football sur notre planète. Ciao.